Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On a parlé à l'instant avec Frédéric Joncheret dans le mini-journal de la reprise des cours. Et bien ce matin, vous recevez Isabelle Chamorro. Oui, qui est vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette rentrée scolaire. C'est la troisième fois que vous organisez une rentrée à l'issue d'un confinement. Ce qui change cette fois-ci, c'est qu'on sait que le virus circule. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Oui, alors il y a eu beaucoup de préparation. Alors je préfère parler de réouverture des établissements plutôt que de rentrée scolaire parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une seconde rentrée scolaire. Donc nous avons beaucoup travaillé bien sûr avec les services tels que la DAS. Nous avons questionné aussi des médecins, des pédiatres pour avoir leur avis, puisque là, on a affaire à un public particulier. Nous sommes aussi inspirés des protocoles qui ont été mis en place en métropole, puisque la métropole a connu ces différentes phases. Vous le disiez dans votre journal, les choses se stabilisent un petit peu en métropole. Les enfants ont la chance d'enlever le masque. Nous sommes plutôt dans la situation de certains départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Martinique, qui font leur rentrée, eux, en septembre et qui connaissent les mêmes conditions. Donc, on a vraiment travaillé beaucoup sur l'aspect sanitaire et puis on s'est posé la question du rôle de l'école, puisque les enseignements, ce qu'on a pu voir dans les autres pays, que ce soit vraiment au niveau national mais aussi international, c'est quand même que le gros enseignement de cette période de confinement, c'est qu'il est très néfaste de laisser les écoles fermées pendant trop longtemps. Et l'OMS dit que les premières structures d'ailleurs qui doivent réouvrir quand on déconfine de manière progressive, ce sont les écoles. Alors est-ce qu'en plus le fait qu'on se trouve et qu'on approche de la fin de l'année, donc d'un certain nombre d'échéances, pousse aussi à cette réouverture ou en tout cas l'encourage ? Alors nous pensons particulièrement aux enfants les plus fragiles, c'est-à-dire qu'on va vraiment axer cette réouverture des établissements sur le rôle éducatif de l'école, sur le rôle social, l'accompagnement des familles, l'accompagnement des enfants dans une période qui est quand même anxiogène pour tout le monde. Donc c'est vraiment les consignes que l'on va passer à notre personnel enseignant, mais aussi aux autres personnels des établissements. Donc on est vraiment dans cet objectif, ce qui nous pousse aussi, vous l'avez dit dans vos titres, avec l'intervention du vice-recteur, à revoir aussi la question des apprentissages. C'est-à-dire qu'à la fois dans le primaire, on va avoir une attention particulière, notamment pour le CP, une classe très importante, mais on va un petit peu soulager nos enseignants de la problématique des programmes qui est à suivre. Et puis dans le secondaire, on va avoir donc un travail qui est en cours avec le ministère, puisque ce sont des examens qui sont validés au niveau national. Donc il faut un décret pour en modifier l'organisation. Donc les pistes de contrôle continu sont poursuivies. On a des adaptations techniques et juridiques à faire, mais je pense que ça sera vraiment le principal changement qu'il y aura sur les examens de fin d'année. Alors venons sur les conditions sanitaires de cette réouverture des écoles, des collèges et des lycées. D'abord, il y a une différenciation, on l'a bien vu, puisqu'il y a une première semaine où ce sont les lycées et les collèges qui vont rentrer, et la semaine suivante, les plus petites classes maternelles et primaires notamment. Pourquoi avoir choisi de décaler d'une semaine les rentrées scolaires ? C'est pour éviter qu'il y ait un afflux finalement ? C'est surtout que, moi je parle un peu du grand chapeau de la situation sanitaire, c'est-à-dire, vous l'avez bien rappelé, si on arrive à un confinement adapté à partir du 11, on va pouvoir faire rentrer progressivement les enfants. Donc on a choisi de faire rentrer les plus grands avant sur les préoccupations que j'ai énoncées précédemment, notamment l'approche des examens, les adaptations qu'on va devoir faire. Et puis on considère, on en a parlé aussi avec les médecins, que ce sont les plus âgés qui sont capables dans un premier temps d'adopter au mieux les gestes barrières, le port du masque, etc. Donc ils vont rentrer progressivement en fonction de l'organisation de chaque établissement. On ne fait pas rentrer un petit collège à une centaine d'effectifs comme un gros lycée, nos gros lycées avec des filières professionnelles, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons accueillir à partir du 18 les primaires. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très strict. Bien sûr, il y a le port du masque. Je sais que certains parents sont un peu inquiets qu'on impose le masque à partir de 6 ans, mais je voulais aussi les rassurer. On a travaillé avec des pédiatres, des médecins sur ce point, et c'est la garantie aussi d'une sécurité sanitaire pour leurs enfants. En maternelle, pas de masque. Et puis aussi des autotests qui sont proposés. On nous a conseillé également, c'est un petit peu la nouveauté au niveau mondial sur cette particularité des écoles. Comme les enfants sont asymptomatiques, on propose des tests qui ne sont pas obligatoires, mais on conseille aux parents de les faire. Ils sont faciles d'utilisation. Ça permet de tester les enfants, et qu'au moins les enfants qui sont positifs le dimanche soir ne viennent pas le lundi matin à l'école. Voilà. Donc c'est des procédures, c'est un petit quadrillage, c'est un petit filet de sécurité supplémentaire qui va nous permettre
permettre d'avoir des conditions les plus strictes possibles d'accueil dans les établissements scolaires. Alors Isabelle Chamorro, vous le disiez, c'est aussi à chaque établissement de s'organiser pour cette rentrée. Il y a quand même quelques mots d'ordre, c'est-à-dire que c'est des rentrées en demi-groupe, il y a le respect des gestes et des distanciations sociales, parce que beaucoup d'inquiétudes tournent autour de la manière dont le virus circule et dont il peut se transmettre, évidemment. Oui, et puis je comprends l'inquiétude des parents. C'est quand même la première fois pour la Nouvelle-Calédonie qu'on se retrouve dans cette situation, qu'on réouvre nos écoles dans cette situation. On a la chance d'avoir 18 mois de recul et d'avoir vu comment ça se passait ailleurs. Il y a beaucoup de solutions qui ont été mises en place. Donc de manière très concrète, on va reprendre des choses que les parents connaissent, qui ont été mises en place lors des précédentes reprises après le confinement. Donc il y a des récréations alternées. Là, je parle plutôt des petits, mais ça peut se faire aussi chez les plus grands. Des sens de circulation dans les établissements pour ne pas que les élèves se croisent. Il y a des organisations, effectivement. Alors, on ne parle pas vraiment de demi-groupe, on parle de capacité d'accueil parce que, comme je vous le disais, dans une filière où il y a par exemple 15 élèves, on n'est pas en demi-groupe. Donc ça, ce sont vraiment les établissements de secondaire qui adaptent cette capacité d'accueil. Et chez les petits, il n'y a pas forcément de demi-groupe, sauf que la procédure de fermeture est très stricte. C'est-à-dire en maternelle, à partir d'un cas, la classe sera maternelle fermée. Et primaire. Et en primaire, c'est 3 cas. 3 cas. Alors pourquoi 3 cas en élémentaire à partir du CP? C'est parce qu'ils ont le masque. Alors on considère que comme les maternelles n'ont pas le masque, dès qu'il y a un cas, on ferme parce que c'est quand même la situation la plus délicate. Et puis à partir de l'élémentaire, on peut attendre 3 cas pour fermer la classe parce que le professeur a le masque et l'enfant a le masque. Donc ils ne sont pas, normalement, s'ils respectent les choses, ce ne sont pas des contacts à risque. Et si on a un petit copain malade, on n'est pas forcément malade, nous aussi, quoi. Le masque, c'est les parents qui doivent le fournir, mais il y en aura dans les établissements au cas où? Oui, alors d'abord, on a aussi questionné les fournisseurs locaux, puisqu'il y a une production locale. Il y a certains petits masques qui sont vendus dans les pharmacies. Parce qu'il faut des tailles spéciales pour les enfants. Oui, donc j'ai vu aussi des petits tutos qui sont très bien faits, où on transforme un masque d'adulte. C'est les enseignants qui nous ont envoyé ces informations en masque d'enfant, avec le masque classique. Il y a une production locale, on les a contactés. Ils sont prêts aussi à produire régulièrement des masques qui sont lavables. Donc ça, les parents en trouveront à l'achat et à des prix raisonnables. Par contre, nous allons avoir deux formes d'aide. Il y aura des masques dans les établissements scolaires, alors pas pour tous parce qu'on ne peut pas fournir à tous les enfants, mais c'est pour dépanner des enfants qui auraient oublié leur masque, par exemple, et ils ne vont pas ne pas venir à l'école parce qu'ils ont oublié leur masque. Et puis, il va y avoir aussi, j'ai entendu les provinces se positionner, notamment la province sud, sur une aide aux enfants boursiers pour qu'à la rentrée, il y ait aussi une attention particulière pour les familles qui n'auraient pas pu acheter un masque. Mais je l'ai vu au dernier confinement, les parents sont très attentifs à la santé de leurs enfants et tous les enfants que j'ai vus dans les écoles avaient un masque parce que les parents, en tout cas, font toujours l'effort d'accompagner, de protéger leurs enfants. Il n'y a pas d'enfants sans masque. L'autre question qui revient souvent et qui est une préoccupation pour les parents, c'est le taux de vaccination des enseignants. Quelle est la réflexion là-dessus et où est-ce que vous en êtes ? Alors, on a fait des petits sondages pour savoir un petit peu quelle était la situation, parce que comme les enseignants ne sont pas dans les professions à vaccination obligatoire, on ne peut pas exiger d'un personnel qui nous dise... Enfin, je parle des enseignants et des autres personnels, parce qu'une école ou un établissement scolaire comme un lycée, ça ne marche pas avec que des enseignants. Il y a du personnel administratif, notamment. Technique, il y a toute la restauration, les internats qui ont un rôle essentiel. Donc les premiers chiffres qu'on a réussi à avoir, c'est, je l'ai dit hier en conférence de presse, c'est à peu près 60-65% des enseignants, que ce soit du primaire ou du secondaire, qui sont vaccinés. C'est assez hétérogène aussi en fonction des établissements. On a moins de visibilité sur les personnels communaux et sur les autres personnels. Ce que je peux vous dire, c'est que la question de la vaccination obligatoire des enseignants a été largement abordée dans les débats au Congrès, parce qu'on a dû proposer, en tout cas présenter ce plan de reprise aux élus du Congrès, et dans les prochains jours, je sais que ça va être un sujet qui va être abordé également en commission. De toute façon, c'est une rentrée, une réouverture des classes que vous avez aussi travaillé avec les syndicats d'enseignants, avec les fédérations de parents d'élèves. Il y a une concertation autour de ces décisions. Alors, on s'est vu quasiment toutes les semaines. À la fois sur le planning de rentrée et sur également les conditions sanitaires. Les communes, les provinces, pour les principales institutions, et je les remercie parce que c'est quand même sur elles qu'est fondée cette reprise, et je tiens à souligner que le Nord, on en a eu la confirmation ce week-end, reprend sur le même planning. On se souvient que ça n'avait pas été le cas lors de la fin du premier confinement. Voilà, donc on a pu caler les choses ensemble. Et puis pour la provinciale, par contre, ils ont des difficultés très spécifiques, notamment sur le transport. Donc on les laisse aussi prendre
le temps de le faire. On a consulté aussi bien sûr tous les syndicats qui ont été vraiment des partenaires constructifs, et puis les parents qui ont amené, je dirais, un petit peu une autre vision des choses, parce que nous, on est vraiment dans le technique, etc. Et bien sûr, les familles peuvent nous alerter sur leur vision particulière de cette réouverture. Alors, vous avez évoqué au début de cet entretien le rôle de l'école et l'importance pour les enfants d'aller à l'école. Est-ce que vous ne craignez pas quand même un taux d'absentéisme, surtout qu'on arrive en fin d'année et que peut-être dans les petites classes, certains parents vont se dire on ne va pas prendre de risques? Alors, on craint à la fois un taux important d'absentéisme parce qu'on sait quel est le rôle, je le redisais, social de l'école. Puis à l'âge où on se construit, on a besoin de voir ses camarades. Là, les enfants sont en confinement depuis plusieurs semaines. Ils ont besoin aussi de revoir un petit peu leurs adultes référents. C'est le rôle social de l'école. Donc, on craint effectivement que certains enfants ne reviennent pas. L'année dernière, on avait quand même aussi eu un gros taux d'absentéisme sur nos filières professionnelles. 30% d'élèves qui n'étaient pas revenus, donc on y est très attentif. Il faut qu'on fasse attention au terminal et au troisième, parce que le contrôle continu, c'est pas la baguette magique. Il faut quand même être là pour avoir des notes et suivre des cours. Il faut quand même avoir eu des notes pour participer à ce contrôle continu. Donc pour les plus grands, moi j'engage vraiment les parents à les faire revenir donc dans les lycées et dans les collèges. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends les inquiétudes des parents. Donc, je pense qu'il faut aller progressivement dans ces 15 jours qui arrivent. L'absentéisme ne sera pas pris en compte. Donc, on laisse vraiment aux parents le temps de se faire... Voilà, ils se font leur idée aussi de cette reprise, parce que j'entends très bien, moi aussi je suis maman, donc j'entends très bien aussi les craintes des parents, et ce serait étrange qu'ils ne s'inquiètent pas non plus en cette période. Donc voilà, sur ces 15 jours, on voit comment on se réorganise, on y va progressivement avec nos équipes, et on laisse les parents et les enfants se réapproprier les choses progressivement. C'est une grosse machine qui se remet en route progressivement. Est-ce que vous avez évoqué la question des transports scolaires, de tout ce qui va avec finalement l'école et qui n'est pas directement de votre compétence ou de votre secteur ? Oui, c'est une grosse machine parce que c'est 65 000 élèves et encore, on n'a pas l'université qui a son propre calendrier de reprise et ses propres protocoles. Et puis, on a à peu près 10 000 personnels, 5 000 dans le secondaire et ensuite tout le personnel qui est dans le primaire. Donc, oui, c'est une grosse reprise. Est-ce que tout ce qui concerne le transport scolaire, par exemple, a été pris en compte ? Alors, on a des protocoles, on a des protocoles particuliers, par exemple pour les internats. On a travaillé aussi avec les communes sur la question de la restauration, et je pense que la reprise le 18 va permettre aussi aux maires de se préparer, parce que la restauration et la garderie dans les écoles maternelles, c'est une grosse responsabilité, donc ça leur permettra aussi de se réorganiser. Sur la question des transports, c'est comme à la sortie des précédents confinements, ça va être le protocole global en termes de transport qui va s'adapter dans le scolaire. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment un protocole pour le transport scolaire, c'est-à-dire à partir du moment où on considère que les transports en commun reprennent et que par exemple on n'est pas un siège sur deux, parce qu'on ne peut pas aussi imposer cette capacité de transport, sinon on ne peut pas transporter ni les élèves ni les Calédoniens. Et avec le masque, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, et on a transmis ces protocoles également aux communes, aux provinces, pour qu'ils puissent se préparer avec les transporteurs. Vous avez insisté en présentant cette calendrier de réouverture des établissements scolaires hier sur la manière dont il était suspendu finalement aussi à l'évolution sanitaire en Calédonie. Mais si vous le prévoyez pour la semaine prochaine, ça veut dire quand même que les indicateurs sont plutôt positifs. On va vers une amélioration de la situation sanitaire globale ? Alors on va vers une amélioration progressive, mais le confinement a un rôle dans cette amélioration. C'est aussi parce qu'on est en confinement que on peut avoir cette amélioration. Donc en tout cas, nous, ce qui est de notre responsabilité, que ce soit sur le plan économique, par exemple, j'ai mon collègue Christopher Gigège qui travaille sur la manière dont peuvent reprendre aussi les activités économiques qui sont pour l'instant fermées à partir du 11. Eh bien, nous sommes obligés de préparer. C'est-à-dire qu'on est obligé de donner des perspectives aux Calédoniens. Je crois qu'ils ne comprendraient pas le contraire. Donc, on prépare tout. Si le 11, c'est pas le 11 qu'on va l'annoncer. En fin de semaine. C'est quelques jours avant. Nous sommes dans les bonnes conditions pour le faire. Et bien sûr, la rentrée va se dérouler, la réouverture va se dérouler comme je l'ai annoncé. Mais voilà, je tiens aussi à prévenir les parents. On est aussi obligé de remettre en route les établissements scolaires, les internats, les cantines, se remettre en marche sur ces points-là. Donc vraiment, moi je pense que les Calédoniens attendent de nous aussi des perspectives.
C'est-à-dire que oui, le confinement, c'est une chose. Je pense qu'ils ont envie de savoir comment progressivement la vie classique et normale va se réinstaller. Et nous, c'est vraiment notre rôle, justement, de leur donner le plus de visibilité possible. Alors, des fois, c'est à 15 jours, des fois, c'est à 3 semaines. Mais en tout cas, notre volonté, c'est vraiment qu'ils aient aussi un petit peu de perspective sur les semaines à venir. Une toute dernière question. C'est maintenant, on le sait, le virus circule en Calédonie. On dit qu'il va falloir vivre avec. Est-ce que ça veut dire que vous réfléchissez aussi pour l'année prochaine à garder un certain nombre de protocoles sanitaires au sein des établissements scolaires? Est-ce qu'il y a déjà une réflexion pour préparer un petit peu la suite? Alors, ouais, je le disais en introduction, ce que vous avez mentionné par rapport à la métropole, c'est-à-dire qu'il y a des établissements, ils commencent à enlever le masque, d'autres qui ont encore le masque. Enfin, il y a des situations différentes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé, des protocoles, en fait, entre guillemets, pour 4 étapes. C'est-à-dire comment on fait progressivement pour revenir à un fonctionnement normal. Donc on a tous ces protocoles, on les adapte après très finement en fonction de la réalité des choses. Ça c'est un cadre important. Mais par contre, on se projette aussi déjà sur la rentrée. On se projette aussi, par exemple, sur le fait, je parlais des classes de CP tout à l'heure. On se dit que si les enfants n'arrivaient pas à lire, par exemple, en cette fin d'année qui est essentielle, en général c'est en septembre qu'on commence à décoincer sa lecture, eh bien, nous, il faut qu'on se prépare pour l'année prochaine. Si des enfants étaient en difficulté, comment on va accompagner nos enseignants, comment on va accompagner les enfants. Mais on a un cadre spécifique qui s'adaptera en fonction de chaque étape de l'épidémie. Isabelle Chamboreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation et bonne journée à vos auditeurs.